La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et le président du Conseil national de la presse ont remis hier vendredi leur rapport annuel au président de la République, Alassane Ouattara. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est en fin de mission dans notre pays. Ousmane Diagana a été nommé vice-président de l'institution à Washington. Avant son départ de la Côte d'Ivoire, il a été reçu par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le Haut-Sassandra se prépare à recevoir le président de la République avant l'arrivée du chef de l'État. La première dame fait des dons aux populations. Celles de Vavou ont reçu plusieurs dons estimés à 120 millions de francs CFA. Pour la première fois de son histoire, la Cour pénale internationale va poursuivre une personne accusée de destruction d'édifices religieux et de monuments historiques. L'accusé, un Touareg, leader d'un groupe islamiste malien lié à Al-Qaïda, a été remis aujourd'hui à la CPI. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Passionné d'écriture, de discussion constructive, Kamara Loukiman, directeur général de la SICOJ, notre invité de la page culture, vient de publier son deuxième ouvrage. Il est intitulé « Dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire selon Alassane Ouattara ». L'œuvre, un recueil d'articles, expose les contraintes et les conditions à remplir pour atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Mais quelles sont ces contraintes et ces conditions? Notre invité nous répondra dans quelques instants. Mais d'abord, direction le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu les rapports annuels de deux structures, la CNDHCI et le CNP. Le président de la République qui a pris connaissance de ces rapports a félicité la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et le président du Conseil national de la presse, Raphaël Lakpé, pour l'important travail accompli, comme nous l'explique Awa Touré. Le rapport 2014 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a été remis au président de la République Alassane Ouattara par une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, conduite par sa présidente Paulette Badio. Ce rapport de 66 pages fait le point de la situation, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'accès pour tous à la santé, à l'éducation, de l'assistance judiciaire, de la paix et du droit à un environnement sain. La Commission relève, s'agissant de la sécurité des personnes et des biens, que l'indice général ivoirien de sécurité s'est amélioré, passant de 1,2 en 2013 à 1,1 en 2014. Le phénomène des microbes est celui des Nyambro, du syndicat des transporteurs, les disparitions et enlèvements d'enfants, les attaques des coupeurs de route et des positions des FRC, le soulèvement de militaires et la question de la réinsertion des ex-combattants continuent toutefois de susciter des inquiétudes. Excellence, Monsieur le Président de la République, à un mois des élections présidentielles, la Commission voudrait saluer les avancées réalisées en 2014 dans le cadre du dialogue politique. Elle souhaite que cette initiative soit poursuivie pour des élections libres, ouvertes, transparentes et apaisées. Le chef de l'État s'est félicité de l'excellent travail accompli par la Commission nationale des droits de l'homme et invité la Commission à apporter une contribution à l'action gouvernementale. Je lance un appel à tous nos concitoyens de renoncer à la violence et de s'impliquer, de s'insérer totalement dans le processus de réconciliation. D'ailleurs, comme vous l'avez constaté, la CONARIV a commencé déjà l'indemnisation des victimes ou des proches des victimes. Cela montre bien notre volonté, non seulement de rendre justice, mais également de faire en sorte que les proches des victimes puissent être indemnisés. Je dois vous féliciter à nouveau, vous dire que la Commission nationale des droits de l'homme est une institution importante. Vous savez que dans la plupart maintenant des républiques modernes, la question des droits de l'homme est essentielle à la bonne évolution de la nation. Et moi, je voudrais compter sur vous, sur vos critiques et vos interpellations pour que nous allions de l'avant. Ce que nous voulons, c'est faire mieux. N'hésitez pas à émettre les critiques nécessaires pour nous permettre de faire mieux
car une nation où les droits de l'homme sont respectés devient une nation moderne et respectée. À la suite de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, le Conseil national de la presse est venu à son tour remettre son rapport au président de la République. Dans un exposé, le président du CNP, Raphaël Lacpé, a salué le climat favorable à la liberté de la presse et la vitalité des entreprises de presse. Dans le contexte de préparation des élections, le CNP a exposé au président de la République un programme spécial d'encadrement afin de faire des journalistes des relais pour une campagne civilisée à travers les journaux. Monsieur le Président de la République, dans le département des médias, grâce à votre volonté d'accompagner l'exercice de la liberté de la presse, la Côte d'Ivoire a connu une avancée remarquable dans le classement de Reporters sans frontières. De fait, en dehors de rares cas de brutalité commises par des individus non identifiés à l'encontre de journalistes et de leur matériel de travail, aucun journaliste n'a été ni interpellé, ni emprisonné, encore moins n'a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions au cours de l'année 2014. Mieux, le 15 décembre 2014, Monsieur le Président de la République, vous avez concrétisé votre plein soutien à la presse en octroyant à 25 entreprises de la presse privée, toutes lignes éditoriales confondues, et aux 7 principales organisations professionnelles des médias, une subvention de plus de 850 millions de francs CFA. Le président de la République, qui a félicité le CNP, l'a invité à persévérer dans sa mission de régulation de la presse. Je salue les progrès que nous constatons au niveau des journalistes, au niveau de la presse, et cela est le résultat du travail du CNP, donc je vous demande de continuer. Évidemment, en cette période sensible, avec la préparation de l'élection présidentielle du 25 octobre, nous devons tous demander à la presse d'aider à l'instauration d'un climat apaisé. La presse doit contribuer à faire comprendre aux candidats que nous sommes des frères et des sœurs. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit reconnue comme une république moderne et civilisée. Nous avons fait beaucoup de progrès et nous devons consolider la paix et la cohésion sociale. Et je continue de penser que nous devons condamner la violence. Bien évidemment, la presse a son rôle à jouer, mais ce sont les hommes politiques qui donnent les messages. Donc nous avons la responsabilité, surtout nous les candidats, nous devons débattre des projets de société, dire un peu ce que nous comptons faire pour nos concitoyens, quelles sont nos ambitions, notre vision pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région, pourquoi pas pour le monde. Par la remise de ces rapports, le Conseil national de la presse et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire honorent ainsi l'obligation qui leur est faite de produire annuellement un rapport d'activité. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est en fin de mission dans notre pays. Ousmane Diagana a été nommé vice-président de l'institution à Washington. Avant son départ de la Côte d'Ivoire, il a été reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à qui il a fait ses adieux. Le témoignage est signé Hamza Diaby. Ousmane Diagana quitte la Côte d'Ivoire. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est appelé à d'autres fonctions. Il est désormais vice-président de l'institution. Ce vendredi, lors d'une cérémonie d'adieu, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lui a témoigné toute la reconnaissance de la nation. Je voudrais, avant tout propos, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, exprimer les très vifs remerciements et la profonde gratitude du gouvernement ivoirien à M. Ousmane Diagana, dont la mission en tant que directeur des opérations pays s'achève. Je voudrais saluer la détermination dont il a fait preuve au cours de sa mission en Côte d'Ivoire dans le but d'optimiser la contribution de la Banque mondiale à la réduction de la pauvreté et au développement économique et social de notre pays.
Ousmane Diagana, lui, se dit heureux d'avoir pu servir en Côte d'Ivoire, un pays auquel il est désormais durement attaché. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accélère le développement des carrières. Simplement parce que c'est un pays où on travaille. On travaille beaucoup et on travaille avec la volonté d'atteindre des résultats. Nous sommes presque peut-être une quarantaine de directeurs des opérations à travers le monde. Si on a pu penser à moi, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Et donc, je voulais véritablement remercier la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, les populations ivoiriennes, à travers vous, Monsieur le Premier ministre, et dire que ces pays restent définitivement à jamais les miens. Celui qui est aujourd'hui vice-président de la Banque mondiale est arrivé en Côte d'Ivoire en janvier 2014 en tant que directeur des opérations en remplacement de Madani Tall. La Banque mondiale est aujourd'hui le premier partenaire multilatéral de la Côte d'Ivoire au regard des montants de ses engagements, plus de 50% de l'ensemble des bailleurs de fonds, et le second donateur après l'Union européenne avec plus de 26% des dons effectués par l'ensemble des partenaires de la Côte d'Ivoire. Le Haut-Sassandra se prépare à recevoir le président de la République. Avant l'arrivée du chef de l'État, la première dame fait des dons aux populations. Celles de Vavou ont reçu plusieurs dons, constitués notamment de matériel roulant. Ils sont estimés à 120 millions de francs CFA et les femmes ont reçu 80 millions dans le cadre du FAFSI. Franck Quadio, notre reportage. Vavou, chef-lieu de département. Ici foisonnent des activités diverses, la plupart du temps animées par des femmes. Elles disent rencontrer des difficultés. La région de Vavou est tellement grande. Bon, nous n'avons pas les moyens financiers pour travailler. On n'a pas les moyens financiers en chose pour se déplacer, pour aller en brousse. Nous n'avons pas les moyens financiers. Donc vraiment, on veut l'aide de la première dame pour que le département, la ville de Vavou et le département de Vavou, les femmes se mettent au travail. Un pan de sourire tout de même en perspective, théâtre du bonheur, la cour de la mairie. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, la directrice de l'action humanitaire de Children of Africa, Nadine Sangaré, est venue les bras chargés de cadeaux. Chères sœurs de Vavou, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans le cadre du FAFSI, nous avons une enveloppe de 80 millions de francs CFA qui a été mise à votre disposition à la COPEC de Vavou pour vous permettre de travailler pour votre épanouissement et pour le bien-être de vos familles. Un peu de tout pour tous les secteurs d'activité, des décortiqueuses et des broyeuses ainsi que des motopompes pour les agriculteurs, des machines à coudre et des congélateurs pour les commerçantes, du matériel récréatif pour les tout-petits, des kits complets d'ordinateurs, 120 millions de francs CFA de dons. Des bénéficiaires heureux qui saluent l'action de la première dame, Dominique Ouattara. On voyait tout à la télévision, on n'était pas sûr qu'aujourd'hui, nous serons les personnes qui vont bénéficier de ces bienfaits de la première dame. C'est une grande joie qui anime aujourd'hui tout le département de Vavou. Une population qui chante sa fierté, la chorale des jeunes de Vavou a tenu à donner une note heureuse à la cérémonie. Voilà, c'était le reportage pour RTI1 de Franck Quadio. Je vous conduis sur l'axe Daloa-Boisflé qui fait l'objet de travaux de réhabilitation depuis plusieurs semaines. Le bitume est déjà posé sur une bonne partie de cette route et les travaux se poursuivent à un rythme accéléré. Les usagers ne cachent pas leur joie, ils sont impatients même d'utiliser cette voie bientôt achevée. Eugène Atoubé nous mène sur cette route. Bientôt la fin du calvaire sur l'axe Boisflé-Daloa. Des travaux d'urgence s'y déroulent. En de nombreux endroits sur le tronçon, toutes les parties du bitume dégradé ont été décapées. Les trous béants, hier objet d'alarme des usagers, sont aujourd'hui comblés. Et la présence constante des engins au travail, même jeudi jour de fête, augure d'une fin des travaux imminente. Par rapport à avant, la route était vraiment gâtée. Bon, avant-hier, ils ont arrangé la route de Daloa jusqu'à Boisflé. C'est propre maintenant. Ils ont gratté, il n'y a pas de goudron. On veut vraiment du bon goudron
pour que la route soit bien praticable. Vraiment, l'état de la route aujourd'hui, Daloa, Baflé, vraiment on est un peu satisfait. De Baflé, Daloa, tu peux prendre 2 heures du temps, 2h30. Mais Daloa, Donaté Odila, vraiment la route, ça va pour nous. Elle est vraiment très jolie à voir parce que depuis un certain temps, c'est un cauchemar qu'on vit ici. Mais depuis peut-être l'arrivée présidentielle, c'est ce qui a fait que ces temps-ci, nous avons beaucoup d'aménagements au niveau des voies et c'est vraiment une très bonne chose. Ville de Gonaté, dernière localité avant d'atteindre la ville de Daloa. À la sortie de la ville, un balai de camions et d'engins. Ici, on poursuit le bitumage du tronçon Daloa-Boifli. 20 km de bitume ont déjà été posés entre Daloa et Gonaté, représentant une partie du tronçon Daloa-Boifli long de 80 km. Un bonheur pour les usagers. Une fois cette route achevée, on pourra la parcourir en moins de 45 minutes contre 3 heures par le passé. Les populations du Go attendent aussi la visite du président de la République. Elles se préparent activement à la quota. Les populations se réjouissent de leurs conditions de vie améliorées grâce au PPU, programme présidentiel d'urgence. Abou Sanogo nous l'explique. Le programme présidentiel d'urgence PPU fait de nombreux heureux dans les cantons Tigrou et Desbois, dans le département de Lakota. Construction d'écoles, reprofilage des pistes, accès à l'eau potable et autres réalisations ont amélioré le quotidien des populations. En retour, celles-ci s'engagent à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara à l'occasion de sa prochaine visite d'État dans le Gor. Il nous a offert une école primaire. Je lui dis sincèrement merci. Merci encore parce qu'il a parlé du tronçon Troko-Niago-Brugnois, qui était par le passé un calvaire. Et aujourd'hui, là, on peut pratiquer ce tronçon-là sans gêne. Même les aveugles peuvent voir que ça a été réparé. Parce que c'était un total calvaire pour relier ces 2 villages de 4 km. Je suis un militant FPI. Je suis président du comité de base Niago-Brugnois. Mais si les actions que pose l'adversaire sont bonnes, il faut le reconnaître. Je dis infiniment merci au président de la République. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans la seule ville de Lakota selon les responsables locaux. Ceux-ci joueront donc leur partition pour la réussite du séjour du président de la République. Cette visite de mobilisation a aussi été l'occasion pour le secrétaire départemental du RDA de mettre les militants en ordre de bataille pour la victoire de leur candidat à la prochaine présidentielle. Abdoulaye Kouyaté a fait un don de mobilette pour leur permettre de parcourir les différentes localités. Et c'est ce lundi que le président de la République foulera le sol de Gagnoa. C'est dans la région du Gor. Le comité d'organisation s'active. L'heure est au dernier réglage. Maurice Gikayue, président de la commission communication, vient justement de rencontrer les populations pour leur laisser des consignes, nous dit Thérèse Tapéyoboui. La mobilisation des populations se poursuit à Gagnoa, capitale de la région du Gor, pour réserver un accueil exceptionnel au président de la République Alassane Ouattara qui va effectuer une visite d'État dans la région. Pour le bon déroulement de cet événement capital, le président du comité de pilotage a tenu à rencontrer les populations pour les dernières consignes et donner des informations précises. Selon Maurice Kakou-Dikawe, toutes les inquiétudes, les incompréhensions ont été levées et les différends emplanis après la rencontre de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, à Gagnoa, avec toutes les communautés. C'est donc en toute sérénité que la population, dans toutes ses composantes, attend le chef de l'État. Tranquillisez-vous, les bébés vont sortir, les villages vont sortir, les familles vont sortir, tout le monde va sortir. Il n'y a aucun problème. Donc, accueillons le président. 2 sites sont mis à la disposition du public pour la fluidité des informations. Les grandes lignes de toutes les activités menées pour la réussite de la visite, toutes les informations utiles ont été données. C'est donc dans la joie totale que la population de la région du Gor attend le président Alassane Ouattara ce lundi 28 septembre. On en arrive à cette rencontre des jeunes du RHDP. La tribune des jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix vient d'organiser sa conférence. Les réflexions ont porté sur les actions du président Alassane Ouattara pour l'amélioration du pouvoir d'achat de ses concitoyens, cas du monde paysan, des fonctionnaires et des agents de l'État. On en sait plus avec Alexis Ouidraogo. Zéro violence avant, pendant et après les élections de 2015.
C'est le mot d'ordre de la Ligue des jeunes patriotes et de la jeunesse du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ces jeunes, au devant de la scène durant la crise post-électorale de 2010, veulent cette fois-ci jouer la carte de l'apaisement. Ils se sont engagés dimanche au cours d'une rencontre à la Bourse du Travail de Treichville pour une élection présidentielle 2015 apaisée. Il faut s'engager sur la voie de la paix, de la réconciliation, parce que sans la paix, sans la réconciliation, toutes ces actions de développement ne pourront pas se réaliser. Le ministre de la Jeunesse, Sidi Touré, qui a pris part à la rencontre, a salué ce tact des jeunes qui vient renforcer la cohésion sociale. Ces jeunes qui hier se regardaient avec défiance, se regardaient en chien de faïence, ont changé, décidé effectivement d'être ensemble. Et ça, c'est un acte fort qu'ils ont signé, scellé dans le marbre. Donc nous autres hommes politiques, nous devions prendre exemple sur cette initiative des jeunes qui ne demandent que la paix. La Ligue des jeunes patriotes et la jeunesse RHDP entendent sillonner le pays pour porter le message d'une jeunesse ivoirienne réconciliée qui compte prendre sa place dans le train de l'émergence. Là, le reportage d'Adama Kamagaté était commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. Les jeunes de la région du Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire disent oui à la paix, non à la violence pour le développement de leur région. Ils l'ont dit au cours d'une rencontre en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Oloto, voit ainsi les fruits de la plateforme pour la paix et la non-violence qu'elle a initiée dans le Cavali. Eve Boué nous en dit plus. Après quelques mois passés à parcourir les 4 départements de la région du Cavali, ils se retrouvent dans cette salle du lycée moderne de Guiglo pour livrer les résultats de leur mission. Ce sont les jeunes de la plateforme pour la paix et la non-violence. Aujourd'hui, en rapportant les préoccupations de l'ensemble de la jeunesse du Cavali en présence de la ministre Anne Désiré Oloto, ils disent oui à la paix et à la non-violence. La jeunesse de Guiglo aujourd'hui a besoin de développement. Les élections présidentielles se passeront sans violence. Tout sera calme, personne ne va empêcher qui que ce soit d'aller voter son candidat. Et nous engageons aussi à pratiquer la cohésion sociale, les élections pacifiques, la solidarité entre la jeunesse de tout le peuple pour barrer la route à la violence. Barrer la route à la violence avant, pendant et après le processus électoral, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant prend acte de cet engagement. Elle exhorte ces jeunes à demeurer de véritables acteurs de paix, à ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques et à embrasser le chemin du développement. J'insiste là-dessus. Pensez à votre avenir. Chacun d'entre vous peut avoir une activité génératrice de revenus. Les amis, élection qui va venir cette fois-ci là, nous, on n'a qu'à lever notre pied dans parade. Ici là, c'est zone de travail. C'est zone de paix. Pour rappel, la plateforme de la paix et de la non-violence a été mise en place en juillet dernier sous l'impulsion de la ministre Anne Désiré Oloto. Avant d'envoyer ces jeunes en mission, ils ont été formés sur les notions de démocratie, de cohésion sociale et de non-violence. L'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire est en réunion à Yamoussoukro. Cette journée qu'il organise réunit plus de 300 pharmaciens. Le thème de cette édition 2015, la profession pharmaceutique et la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. L'objectif est clairement affiché, impliquer les pharmaciens dans la réussite de ce projet à caractère social. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Ils sont plus de 300 pharmaciens qui ont répondu présents à l'appel de leur ordre dans le cadre des journées annuelles de cette profession. Pendant 2 jours, des échanges ont été menés autour du thème « La profession pharmaceutique et la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire ». Les pharmaciens de Côte d'Ivoire veulent jouer leur partition dans la réussite de cette opération très importante pour les populations. Aucune assurance, aucune couverture maladie universelle n'a pu se mettre en place à travers le monde sans le secteur privé. C'est donc pour la profession pharmaceutique plus qu'un devoir, une obligation d'intégrer cette dynamique, mais qui doit tenir compte des réalités de chaque partie si nous voulons qu'une couverture maladie universelle réussie et pérenne pour un bien-être de nos populations. Chers confrères, chères consoeurs, faisons en sorte que le rêve que nous avons pour la couverture maladie universelle dévore nos vies, afin que la vie ne dévore pas
ce beau rêve qu'est cette couverture maladie universelle. Diverses communications ont été faites pour une bonne intégration des pharmaciens dans la couverture maladie universelle. De l'avis du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, l'adhésion des pharmaciens à l'opération était pan très important pour une couverture maladie universelle réussie. L'engagement des pharmaciens est pour nous très encourageant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires sûrs pour nous permettre de rendre la couverture maladie universelle une réalité. Et je le dis parce que le médicament est indispensable en matière de soins. Et ce médicament-là, il faut qu'il soit disponible d'abord et il faut qu'il soit accessible. Avec l'adhésion des pharmaciens à la couverture maladie universelle, ce processus vient de connaître une avancée notable. L'État ivoirien s'engage pour la promotion des personnes âgées. Un atelier s'est donc tenu hier sur la question dans les locaux de la SEGRAE et les participants ont planché sur les conditions de vie des personnes âgées. L'initiative est du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les personnes âgées, les personnes du troisième âge au cœur des préoccupations. Alors, un atelier pour améliorer leur situation. À ce rendez-vous, le ministère du Budget, des associations de personnes âgées et les directeurs des affaires sociales. Objectif, recueillir le plein de contributions pour enrichir ce rapport sur l'étude des conditions des personnes âgées avant sa validation. À terme, le dit rapport, produit par la Direction de la protection sociale sur un mois, vise à mettre à la disposition de l'État des données. L'État a pris la pleine mesure de la situation des personnes âgées et il s'engage effectivement à faire la promotion et la protection des droits de ces personnes-là qui, pendant longtemps, ont été présentées comme des populations marginales. L'objectif de cette étude est de disposer des données actualisées pour une prise en compte réelle des populations âgées, tout en élaborant une stratégie réelle de prise en charge. Depuis 40 ans, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 4% de la population ivoirienne selon le présent rapport et 37,6% de cette frange vulnérable est encore en activité. La présente étude est une satisfaction. C'est un sentiment de grande satisfaction en ce sens que c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça permet de voir les caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques, la dépendance, la vulnérabilité des populations cibles que nous gérons au jour le jour. Cet engagement de l'État ivoirien en faveur des personnes âgées s'inscrit dans la mise en œuvre des actions du PND, le Plan national pour le développement 2012-2015, en rapport avec la mise en œuvre des recommandations du plan d'action de Madrid sur le vieillissement. Reportage réalisé par Guillaume Zéré et Delphine Gla. Revenons sur le drame survenu hier en Arabie Saoudite, c'est-à-dire jeudi. Plus de 700 pèlerins ont trouvé la mort, vous le savez, dans une bousculade jeudi dernier à la Mecque. La Côte d'Ivoire, notre pays, a malheureusement perdu 14 pèlerins, 13 personnes sont blessées, 77 disparues. Hier, une délégation de parlementaires est allée à la grande mosquée de la Riviera, ici à Abidjan, pour s'enquérir de la situation. Michel Digré. Le drame qui a frappé ce jeudi la communauté musulmane a fait des victimes parmi les pèlerins ivoiriens qui effectuent le Hajj en Terre Sainte. C'est l'information qui a été révélée par l'imam de la grande mosquée de la Riviera à la délégation de parlementaires venus s'enquérir de la situation des pèlerins ivoiriens en Arabie Saoudite. J'ai appelé le cheikh dont j'assume l'intérim parce qu'il est à la Mecque, au cœur du drame là-bas. Il m'a dit qu'il y aurait des Ivoiriens dedans. Parmi les défunts, dont on estime le nombre à 14, ce n'est pas sûr encore, et qu'il y en a également parmi les blessés, dont on ne connaît pas non plus le nombre. En ces moments douloureux, l'imam de la grande mosquée de la Riviera a une pensée pour les parents des victimes. C'est une épreuve très difficile. Très difficile, pas pour le défunt. Dieu leur a pardonné déjà le fait qu'ils soient là-bas en tant que pèlerins. Ils sont pardonnés, ils sont accueillis dans sa paradis. Mais les parents qui sont restés ici, c'est ça, ces parents-là. Il y en a qui ne savent pas
Quel est le sort de leurs parents qui sont là-bas? Face à la tragédie, la délégation de parlementaires a témoigné la compassion du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'endroit de toute la communauté musulmane. Ce drame, l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, ne pouvait pas rester insensible. Nous allons prier ensemble aussi pour que leur âme puisse reposer en paix. Prier pour que les Ivoiriens, les nombreux fidèles Ivoiriens qui sont partis à la Mecque, puissent nous revenir sains et saufs. Pour cette année 2015, ils étaient 5600 pèlerins ivoiriens à se rendre en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Au Burkina Faso, la justice a ordonné aujourd'hui le gel des avoirs des auteurs présumés du coup d'État avorté du 17 septembre dernier. En tête de liste, le général Diendéré, mais aussi son épouse. Au total, 14 personnalités, 4 partis politiques, dont le CDP, sont touchés par le gel de ces avoirs. Par ailleurs, le régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, à l'origine du coup de force, a été dissous hier lors du Conseil des ministres tenu à Ouagadougou. Pour la première fois de son histoire, la Cour pénale internationale va poursuivre une personne accusée de destruction d'édifices religieux de monuments historiques. L'accusé, un Touareg, leader d'un groupe islamiste malien lié à Al-Qaïda, a été remis aujourd'hui à la CPI. Il est soupçonné d'avoir pris part à la destruction en 2012 de mausolées à Tombouctou, la cité des Saints du Nord Mali. Cette question, quelle politique artistique pour une Côte d'Ivoire en paix, unie et réconciliée? Quel burida pour les artistes de la diaspora? Quelle unité artistique pour la valorisation des artistes de la diaspora? Ces questions ont fait l'objet d'une table ronde dénommée « Les artistes vous parlent ». Organisée par le mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe, cette table ronde a été l'occasion pour les artistes vivant en France de lancer des messages de paix et de cohésion. Isayo, notre envoyé spécial, son reportage est dit par Adama Kone. Atteindre l'émergence en 2020 est possible. Cela passe par un changement qualitatif de nos valeurs, de nos comportements sur les lieux de travail et dans la société, comme le veut le président de la République. Ce sont là les mots de Camara Lokiman, tirés de son livre intitulé « Dans l'émergence de la Côte d'Ivoire » selon Alassane Ouattara. Ainsi, la première de ces valeurs, selon l'auteur, est l'humilité. Humilité incarnée par les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Il invite à cet effet tous ceux qui occupent des postes de responsabilité à observer cette valeur première. Camara Lokiman estime que la responsabilité de l'aboutissement de l'émergence incombe au cadre. Dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire selon Alassane Ouattara est un recueil de différents articles écrits par Camara Lokiman paru dans le quotidien Fraternité Matin à partir de 2013. En 160 pages divisées en 33 chapitres, l'auteur articule sa pensée autour de 3 grands thèmes que sont la politique, l'économie et la société. La finalité de l'action politique étant le bien-être de la population. Camara Lokiman est expert financier et actuel directeur général de la SICOGI. Il est à sa 2e parution, après Marché, Gouvernance et Pauvreté, le cas de la Côte d'Ivoire édité en 2013, et entend continuer dans la lancée. Bienvenue dans la page culture. Vous avez donc rectifié dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire selon Alassane Ouattara. La transition est toute trouvée pour commencer notre entretien. Bonsoir, Monsieur Camara Lokiman. Bonsoir, madame. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. Moi qui vous remercie. Alors, dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire selon Alassane Ouattara, c'est votre ouvrage, votre 2e ouvrage. C'est un recueil d'articles qui expose les contraintes et les conditions à remplir pour atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Vous parlez des contraintes, vous parlez aussi des conditions. Mais nous allons revenir un peu en arrière sur l'histoire de ce recueil. C'était une invitation de Fraternité Matin, du quotidien Fraternité Matin. Une invitation à laquelle vous avez répondu. C'est ça, madame. Le directeur général de Fraternité Matin, M. Venance Konan, a lancé un appel à contribution à tous les intellectuels ivoiriens dans le cadre de la reconstruction de notre pays après la crise post-électorale,
que les intellectuels contribuent par des idées à animer le débat politique. J'ai saisi cette opportunité pour donner quelques réflexions qui font suite à mon premier livre, Marché, gouvernance et pauvreté, dans lequel j'invitais mes concitoyens, en tout cas tous ceux qui auront lu mon livre, à regarder ceux qui nous dirigent, la gouvernance mise en place pour s'assurer qu'ils nous créent du bien-être ou s'ils nous amènent dans le décor. C'est ce que j'ai fait. Nous allons donc regarder ce deuxième ouvrage. Le titre déjà, vous allez prendre aussi votre ouvrage pour aller dans le... Voilà. Dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire selon Alassane Ouattara. D'abord, pourquoi l'élan? Oui, l'élan fait référence au mouvement. Nous sommes dans l'action, la machine est lancée. D'accord, nous sommes dans le mouvement. C'est ça. Et vous dites, de l'émergence de la Côte d'Ivoire, on pouvait s'arrêter là. Oui. Et vous ajoutez selon Alassane Ouattara. Oui, le vocable émergence a un contenu multiforme. Moi, je m'intéresse à l'émergence selon la définition qu'en donne Alassane Ouattara et selon ce qu'il met en œuvre en pratique sur le terrain pour nous y conduire. Mais il y a une définition générique. Il y a des génériques, nécessairement. L'émergence, c'est, si vous voulez, étymologiquement, émerger, c'est sortir de l'eau. Sortir d'un état de sous-développé, faire entendre sa voix et avancer. Nous, compte tenu de notre situation passée, de ce que nous avons connu ces 10 dernières années, nous étions sous l'eau. Nous avons été émergents à un moment donné. Dans les années 70, avec le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire brillait. Nous avons été émergents. Comment vous expliquez? Oui, dans les années 70, nous étions au même niveau que la Corée, la Malaisie et un certain nombre de pays. La Côte d'Ivoire, comparativement aux autres pays africains qui venaient de prendre leur indépendance, nous étions quelque peu en avance. Nous étions un peu en avance. Et malheureusement, dans les années 80, sous les contraintes de notre endettement qui était insupportable, nous avons été soumis à des programmes d'ajustement structurel qui ont fait que nous avons reculé. Nous avons coulé donc. Nous essayons de sortir aujourd'hui. Le navire a coulé. Si j'emprunte vos mots. D'accord, vous dites selon Alassane Ouattara, vous dites donc l'émergence selon Alassane Ouattara. Quelle est cette émergence? L'émergence selon Alassane Ouattara, c'est d'abord, comme il le dit lui-même, un Ivoirien nouveau qui travaille, qui a conscience de sa responsabilité pour construire ce pays. Voici le sens propre du terme émergent. Mais seulement, il faut un contenu économique parce que pour aller à l'émergence, il faut à la tête du pays un leader qui a une vision et qui a les capacités de nous conduire là où il a eu la vision. Et en Alassane Ouattara, nous avons constaté ces 3 dernières années, en tout cas, que non seulement il a une vision, il a les capacités techniques, intellectuelles, morales pour nous conduire à la terre promise. Nous allons donc creuser cette émergence selon Alassane Ouattara. Okay. Dans votre ouvrage, vous parlez des conditions. On va essayer de voir ces conditions. Okay. Et la première condition pour vous, c'est l'humilité. Yes. J'avoue que j'ai été surprise quand j'ai vu cette condition. Oui, vous voyez, le pays renaît. Renaît grâce à l'humilité de 2 grands hommes, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Nous avons vu dans ce pays ce qui s'est passé. Si ces 2 leaders n'avaient pas été humbles, ils n'auraient pas pu se réconcilier, ils n'auraient pas pu réconcilier la Côte d'Ivoire. Donc la première valeur d'un leader, c'est l'humilité. Et quand on est humble, Dieu vous fait grand. Est-ce que nous sommes sur la voie de l'émergence? À mon sens, oui. De ce que moi j'ai constaté ces 3 dernières années. Quand je regarde d'abord la première condition, et donc vous venez de parler, l'humilité. Oui, nous avons des leaders humbles. Vous savez, le président Alassane Ouattara, pour ceux qui l'ont côtoyé, il a du respect pour ses collaborateurs, quel que soit leur statut. C'est de l'humilité. Tout le monde reconnaît qu'il est à l'heure au travail, c'est de l'humilité. Et tout le monde reconnaît qu'il respecte ses engagements, c'est de l'humilité. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre condition également, c'est la bonne gouvernance. Vous en parlez dans votre ouvrage. Beaucoup. Alors, on va aller de façon pratique, hein, comme on l'avait dit. D'accord. Prenons le cas de la corruption. Il faut aussi partir de la... Voilà. La Côte d'Ivoire est engagée dans la lutte. Je n'ai pas les données de 2015, mais j'ai les données de 2014. Okay. Vous allez me permettre peut-être d'actualiser. La Côte d'Ivoire qui a occupé en 2014 le 115e rang mondial du classement à l'indice de corruption sur 175 pays.
ça ne vous inquiète pas? Vous pensez que malgré tout, on est sur la bonne voie? Mais oui, quand on passe d'une position de 170 à 115, on est en train de progresser. Quand on est dans un mouvement, on regarde la distance parcourue pour s'assurer que nous avançons et nous avançons bien. Mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la corruption. Non, c'est jamais gagné, même dans les pays développés. Suivez ce qui se passe à la FIFA. La corruption... Avec ces Blatter, la justice n'a pas encore la corruption, elle est mondiale. Mais seulement dans certains pays, le niveau est tel que ça détruit le développement. Et nous sommes dans cette phase. Nous n'avons pas encore les moyens de nous autoriser ce niveau de corruption qui empêche, qui détourne les fonds nécessaires qu'on devrait employer dans des secteurs productifs. Si vous détournez 40% de votre budget, vous vous privez de 40% des ressources pour construire le développement. D'accord. C'est pour ça qu'il faut lutter contre la corruption. L'acheminement vers l'émergence, c'est réaliser des taux de croissance supérieurs à 5%. J'ai emprunté cette phrase dans votre ouvrage. Vrai, ouais. La Côte d'Ivoire peut se vanter d'avoir réalisé une bonne croissance. Mais des gens disent la croissance, ça ne se mange pas. On ne sent pas tous ces chiffres dans nos assiettes. Oui, j'entends souvent dire que la croissance... vous en avez entendu aussi parler. Si, j'entends parler, donc j'ai dû même... Il y a un de mes articles qui en parle. La croissance, ça se mange. Mais comment se mange la croissance? La croissance, c'est la création de richesses, des biens collectifs. Et pour être plus pratique, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, disent que les routes, les ponts, on ne mange pas les routes, on ne mange pas les ponts. Les biens d'un pays, et il y en a plusieurs, mais c'est ce qu'on appelle les biens collectifs. Les routes, les autoroutes, les ponts, les équipements hospitaliers. Tout ça, c'est des biens collectifs que chacun de nous en use. Donc ça, déjà, ça se mange. Maintenant, comment ça se mange pour les routes, les ponts? Quand vous sortez vos productions des plantations au marché, vous utilisez la route, vous utilisez les ponts pour envoyer les produits dans les marchés. Alors, c'est à nous de choisir où nous voulons manger. Est-ce que c'est au niveau de la production ou bien au niveau de la consommation dans les villes? Dans tous les cas, la route permet de cheminer les vivriers des zones de plantation à nos casseroles. Donc, la croissance, ça se mange. Alors, il y a aussi le taux de chômage. Pour aller plus rapidement, la pauvreté est encore grandissante. Oui, la pauvreté est grandissante. C'est un obstacle. C'est un obstacle, mais c'est celle-là qu'il faut corriger. Vous savez, en 2011, nous étions à presque 50% de taux de pauvreté dans notre pays. Alors, avec les statistiques nouvelles, ce taux est en train de réduire. La pauvreté se mesure collectivement et individuellement. Et pour sortir de la pauvreté, chacun de nous doit se mettre au travail. Il ne s'agit pas de rester chez soi pour dire qu'on est pauvre. Qu'est-ce qu'on fait soi-même pour sortir de cette pauvreté? La pauvreté, elle est due au fait qu'on ne travaille pas assez. On a des diplômes, ils sont nombreux, les jeunes qui ont des diplômes. Oui, malheureusement, nous avons mal compris les diplômes. Et on va aller les diplômes sont faits pour nous donner un savoir. Okay, mais ce savoir, il faut savoir l'utiliser. Soit en entreprise, soit quand nos parents nous ont envoyés en ville étudier, il faut retourner pour moderniser les plantations de nos parents. Il ne faut pas laisser les parents se débrouiller seuls en brousse, rester en ville pour dire qu'il n'y a pas de travail. D'accord. Merci beaucoup, M. Camara Lukiman. On va terminer, ce sera votre mot de fin. Okay. L'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020, rêve ou réalité? C'est une réalité. À mon sens, nous y sommes. Nous sommes sur la voie de l'émergence. Avec le président Alassane Ouattara, vu ce qui est en train d'être fait, tout le monde est témoin dans le pays. Nous regardons, nous comparons la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de 2011, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, tout le monde accourt pour nous visiter, pour demander des positions dans nos pays. C'est le signe de l'émergence. Merci beaucoup, M. Camara Lukiman. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SICOGI et vous êtes également auteur de 2 ouvrages. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. On va revenir sur cet élément d'Issayeo. Quelle politique artistique pour une Côte d'Ivoire en paix, unie et réconciliée? Quel burida pour les artistes de la diaspora? Cet élément d'Issayeo est commenté par notre reporter Adama Kone. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour l'élection présidentielle. À 1 mois de ce scrutin, les artistes ivoiriens vivant en France ont décidé de donner de la voix en vue de l'apaisement du climat social et politique en Côte d'Ivoire. Au cours d'une table ronde organisée au Centre international de séjour
De Paris, dans le 12e, à l'initiative du mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe, MODER, ils ont décliné le rôle que doit jouer l'artiste en cette période importante de la vie de la nation. Pour que la Côte d'Ivoire se parle, pour que la Côte d'Ivoire soit ensemble, il n'y a jamais trop grand sacrifice. On a été les premiers, je vous apprends, à dormir dans le Nord. On a pris le risque. 500 artistes de Côte d'Ivoire. Les sillons de la paix ont débouché sur la flamme de la paix à Bouaké. On est revenu à Bouaké pour chanter. Et la Côte d'Ivoire s'est unifiée. Dans ce carnaval-là que les artistes doivent s'inscrire en fait. Nous les artistes, on se donne main dans la main, qu'il n'y ait pas de politique entre nous et qu'on soit ensemble. On est libre de supporter qui on veut. Ce que je demande, que vraiment la politique ne nous divise pas. Il est important pour nous de nous rassembler, de lancer un message au peuple ivoirien, à nos fans, pour leur dire nous sommes là, on ne les a jamais oubliés, on est soucieux du bien-être de notre pays et du bien-être de nous-mêmes, notre art que nous faisons. L'artiste est un éveilleur de conscience et non un politique. Il lui appartient de chanter pour le peuple, a conseillé Frère Yuko, le conférencier. Un artiste fait partie de la vie, contribue vraiment à l'évolution de notre vie, de notre société, et le politique aussi également. Maintenant, c'est de trouver le juste milieu pour pas que ça devienne plus compliqué à la fois pour le politique et pour l'artiste. Donc finalement, il faut trouver un consensus où on ne retrouve pas un politique qui soit desservi par l'artiste et l'artiste desservi par le politique. Pour le parrain de la cérémonie, une telle initiative est à multiplier afin de mieux informer et former les artistes. On sait que quand un artiste parle, sa voix porte haut. C'est des millions de personnes qui l'écoutent. Nous venons tous de la Côte d'Ivoire. Nous avons tous vécu une situation en 2010 et nous ne souhaitons plus la revivre. À l'issue de cette première table ronde, le MODER promet un single dans les prochaines semaines pour prôner la paix. Côte d'Ivoire. Fin de ce journal réalisé par Kaneba Kari Korobogo et Arlène Poka. Il a été supervisé par Delphine Bla. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à 20h.